La vie d'un peuple est semblable à un cursus scolaire. Un enfant qui n'a pas retenu la leçon en première année ne va pas bien étudier en deuxième, va sûrement reprendre la troisième et s'il ne corrige pas sa trajectoire, il ne va peut-être pas avoir de diplôme et être utile à la société. Nous avons commencé cette série dédiée aux grands personnages de notre histoire dans l'espoir de voir ensemble quelle trajectoire nous avons empruntée depuis ce fameux Paul Panda Farnana qui, il y a 100 ans déjà, nous proposait le chemin à suivre pour le développement de notre pays. Et le personnage que nous allons voir aujourd'hui est une des personnes qui avait la possibilité de corriger cette trajectoire. Lorsqu'il arrive au pouvoir, Laurent Désiré Kabila trouve un peuple en liesse, plein d'espoir et d'attente. Mais était-il vraiment l'homme de la situation? Nous allons le voir dans ce livre qui lui est dédié, essai biographique sur Laurent Désiré Kabila, un essai écrit par Eric Kent et aidé par un certain Moukanangé. Je suis Trésor Mutombo, jeune Congolais et entrepreneur en communication. La guerre a failli, je crois qu'il est temps d'accepter la paix. En décidant de faire le résumé de ce livre, j'étais loin personnellement de m'imaginer l'ignorance que j'avais de la vie de l'ancien président Laurent Désiré Kabila. Ce livre m'a donc permis d'ouvrir une page de l'histoire qui est très mal enseignée dans nos écoles. Il s'agit de l'histoire des rébellions moulélistes et lumumbistes qui sont arrivées dans notre pays juste après l'indépendance et dont Laurent Désiré Kabila est une sorte de fil conducteur. Et nous allons voir ça tout de suite. Laurent Désiré Kabila est né le 27 novembre 1939 à Likassi d'un certain Désiré Kabila Taratibou. Il est de la tribu des Luba, des Balubakat, et de Jeanne Mafik, qui est de la tribu des Lunda. Il est important de préciser ces deux tribus parce que c'est la rivalité entre ces deux qui va faire et déterminer l'engagement public du jeune Kabila. Papa Taratibou est un travailleur à la poste. Il n'a pas encore sa carte d'évoluer, mais il est considéré comme tel. À la maison, il éduque ses enfants à l'européenne. C'est d'ailleurs une des rares familles dans la localité qui parle couramment français à la maison. Bana français, comme on dit ici à Kinshasa. Laurent Désiré fera d'ailleurs de cette expression facile une force qui lui donnera toujours un air plus intellectuel que les jeunes de sa génération. Après les études, Laurent Désiré s'engage dans une carrière professionnelle normale. Il s'engage d'abord dans le chemin de fer et puis il va travailler à la Socobank, ensuite à LDK, avant de rejoindre son père dans la localité de Ankoro, où il était devenu chef de secteur et donc Laurent Désiré va venir pour l'aider dans son travail. Dans cette ville, il va rejoindre un groupe d'amis avec qui il jouait de la musique. Oui, il jouait de la musique, notamment la guitare. Le livre nous renseigne par exemple qu'il avait composé 2 chansons et il avait même, dans son séjour ici à Kinshasa, tenté de rejoindre le groupe tout-puissant OK Jazz de Franco Luambo. Alors le voici ainsi ami à des jeunes Balubakat et très vite lui-même va le devenir. Et depuis cette adhésion, sa vie ne sera plus jamais la même. Elle sera faite de guerre, d'accords et de trahison. À l'approche de l'indépendance, le conflit entre les deux communautés Lunda et Luba s'accentue. Et lorsque Tchombe, leader des Lunda, déclare la sécession, les Balubakat, dirigés par Jason Sendwe et Mwamba Ilunga, se mettent dans la résistance. Le combat ethnique va ainsi rencontrer le combat pour l'unité nationale de Patrice Emery Lumumba. Comme on dit, l'ennemi de mon ennemi, c'est mon ami. Et la Ligue des jeunes des Balubakat se retrouve ainsi mêlée à cette guerre qu'ils n'ont pas cherchée. Mais dans cette guerre, Laurent Désiré ne va pas jouer un rôle important, bien qu'il se fasse appeler général d'Ankoro. Ceci s'apparente beaucoup plus à un surnom qu'à une vraie fonction. C'est plus le journalisme et la propagande qui l'intéressent. Lorsque la République populaire du Lualaba est déclarée à Manono, il devient ainsi chef de service au ministère de l'Information du nouveau gouvernement. C'est aussi durant cette période qu'il élargit ses rencontres et son réseau avec d'autres groupes lumumbistes qui se sont un peu répandus partout à l'est du pays, le PSA, le MNCL. Avec les jeunes de ces autres groupes, ils iront en formation en fin 1961 en URSS, où il va passer du temps à Belgrade. À son retour, il va rester quelque temps à Stanleyville, la plaque tournante à l'époque de la résistance. Et à l'arrestation de Antoine Gizenga, le leader de la résistance, il va être obligé de revenir dans son Katanga natal, à Albertville, aujourd'hui Kalemi. Et toujours avec son Kimwana français, il va devenir journaliste dans une radio créée à l'époque par Jason Sendwe, la radio Albertville,
Et il va collaborer aussi avec un journal écrit qui s'appelait Le Petit Figaro du Nord Katanga. En 1962, lorsque se créent les Provinces 7, il est nommé directeur de cabinet au ministère de l'Information et il sera quelque temps plus tard député provincial. Non pas élu, mais coopté parce que la plupart des députés sont encore bloqués à Elisabethville, qui était, avant le démembrement, la capitale de la province. L'Assemblée provinciale avait ainsi eu l'autorisation de Léopoldville de coopter quelques jeunes pour atteindre le quorum et ainsi siéger dans la province. Il fait alors partie d'un groupe de jeunes qu'on appelait les Jeunes Loups. Mais voilà qu'en 1963, le député qu'il remplaçait à l'Assemblée provinciale arrive finalement à Albertville, Calémie. Laurent Désiré est obligé de lui céder la place et à partir de là, il va se distancer peu à peu avec le mouvement Baloubakat pour se rapprocher d'un autre mouvement qui venait de se créer, le CNL, que venaient de créer Beignet et Soumialo. Le CNL a pour objectif à l'époque de démarrer une rébellion dans le Kivu et dans le Katanga. Et Laurent Désiré est le seul dans l'association ou dans l'organisation qui connaît bien le terrain katangais. Il sera donc logiquement en charge de la mobilisation dans cette partie. Après une période d'infiltration, en 1964, la guerre se déclare. D'abord à Uvira, où le CNL est représenté par Soumialo. Et lorsque la guerre se déclare à Uvira, au niveau de Calémie, Laurent Désiré essaye de lancer sa première offensive, mais qui échoue. Il sera rejoint plus tard par l'équipe de Soumialo et finalement, ils arrivent à mettre en déroute l'armée régulière. Après cette victoire, le CNL va continuer sa conquête, aller jusqu'à Stanleyville. Il y aura donc plusieurs fronts et Laurent Désiré sera en charge du front de l'Est et il sera nommé vice-président en charge des affaires extérieures, donc une sorte de ministre des Affaires extérieures du front de l'Est. Pourquoi ce poste? C'est simplement parce que il avait déjà, durant ses séjours en URSS, développé plusieurs réseaux de contacts, mais aussi à cause de son expression facile en français, ce qui faisait de lui quelqu'un qui était valable pour discuter avec des potentiels partenaires étrangers. C'est dans ce rôle de vice-président en charge des affaires étrangères que Laurent Désiré va prendre du galon. Il va être en charge de l'acheminement de l'aide qui venait de tout l'étranger et pour tous les fronts de l'époque qui se trouvaient à l'est du pays. Son front étant adossé à la Tanzanie était devenue la plaque tournante de la résistance communiste contre le bloc capitaliste. Et lorsque l'ANC, qui vient d'être rejoint par Moïse Tshombe, lance une offensive contre le CNL, plusieurs fronts tombent, sauf le dernier carré, le dernier village gaulois, qui est le front de l'Est, qui était détenu par Laurent Désiré Kabila. Alors que le CNL est en chute libre, Laurent Désiré Kabila voit sa cote monter en flèche et devenir ainsi le seul responsable de la rébellion qui peut discuter avec l'étranger et se voit ainsi prendre encore plus de galon. Mais Laurent Désiré n'aime pas beaucoup la vie au front. Il préfère largement son rôle de diplomate. Il va circuler partout en Afrique, partout dans le monde, en oubliant l'organisation interne de son front. À l'extérieur, tout le monde sait qu'il est maquisard, mais à l'interne, ce n'est pas un vrai maquisard. Et d'un autre côté, l'offensive menée par l'ANC, vu qu'elle était dirigée par Tshombe, qui était considéré comme l'assassin de Lumumba, le monde communiste va se réveiller et se mobiliser. Et voici que le front de l'Est, dirigé par Laurent Désiré Kabila, est submergé d'aide et submergé dedans, venant de partout. Malheureusement, cette aide ne va pas trouver un groupe interne capable de gérer et d'absorber tout ce qui vient de l'étranger. C'est alors que vint, pour aider le front de l'Est, Ernesto Che Guevara, qui sera accompagné de quelques Cubains, et ils vont venir pour aider les combattants du front de l'Est à battre l'ANC. Mais à son arrivée au Congo, le Che va se rendre compte de la désorganisation totale des camps, des maquis et de tout le front, mais aussi de l'absence de son leader qui préfère la vie à Dar es Salaam, à Kampala, plutôt que d'être sur le front. Il va tenter d'apporter un peu de son expérience, mais ça sera un échec. Dépité et déçu, il va repartir à Cuba, où il va expliquer à Fidel Castro que ça ne servait à rien d'envoyer de l'aide au Congo, il y en avait déjà en trop et on ne savait plus quoi en faire. Finalement, le front de l'Est finira aussi par être démantelé en 1966. Suite à cette défaite, Laurent Désiré Kabila va quitter la RDC et aller s'installer en Chine,
où il va suivre une formation de 6 mois. Il en reviendra en 1967 pour créer un autre front, un nouveau parti qui s'appellera le Parti de la Révolution populaire. Cette fois-ci, Laurent Désiré semble avoir compris la leçon, les raisons de l'échec de son premier maquis, notamment son absence au front et son absence dans les maquis. Il va ainsi revenir avec une nouvelle logique, une nouvelle vision, celle de vivre auprès de ces hommes. Ces hommes qui sont déçus de la première expérience vont finalement lui faire confiance parce que pour eux, c'est le seul qui peut leur apporter l'aide extérieure. D'un autre côté, il a la promesse de la Chine de venir en aide s'il arrive à recréer une rébellion et à reconquérir un grand territoire. Il va ainsi s'allier à un groupe de Babemba de la montagne Makanga, près d'un village abandonné. Il va appeler ce lieu Ewabora, qui veut dire air frais. Dans son nouveau maquis, Laurent Désiré va plus se consacrer à la formation de ses combattants, notamment aux principes maoïstes et communistes. Le groupe est nettement mieux organisé que le maquis d'avant, mais il manque cruellement de moyens. La plupart des donateurs, comme les Cubains ayant été échaudés par l'expérience de 1964, tardent à venir. Il ne lui reste que cet infime espoir, cet accord de principe entre lui et les Chinois, auquel il peut s'accrocher. Mais en attendant que les Chinois n'arrivent, il doit apprendre à se suffire, à s'autosuffire. Sans aide extérieure, comment organiser l'économie, le social, l'éducation, la défense, mais aussi les attaques. C'est le challenge qu'il a à relever. Il va alors mettre en place des groupes d'autosuffisance qui vont organiser les activités agricoles, le commerce de l'or et de l'ivoire. Et tous les revenus sont utilisés pour équiper les militaires et organiser la vie dans la société. Une vraie guérillade. Mais en 1973, la Chine sur qui il compte fait volte-face et accueille en grand pompe le maréchal Mobutu. Il comprend alors que la Chine ne viendra jamais. Il faut improviser. En plus de ce coup dur de la Chine, il y a aussi le fait que tous les efforts qu'il fournit ne payent pas. La presse internationale ne parle jamais de lui. On présente le Zaïre à l'époque comme étant un pays pacifié où il n'existe plus aucune armée ou aucune rébellion. Il lui faut donc un coup médiatique important pour continuer à exister. Il va alors, en mai 1975, organiser une attaque dans un parc à Kasereka, où il va prendre en otage 4 étrangers, 4 occidentaux, 3 américains et une néerlandaise. Il va alors exiger une rançon de 500 000 $. Finalement, c'est 460 000 qui vont être versés. Le coup médiatique est une réussite. Et la Tanzanie, sa dernière base arrière, est embarrassée et décide de le lâcher. Et d'un autre côté, Mobutu, blessé dans son orgueil, va décider d'en finir avec cette couche de résistance. Il lance une dernière offensive contre le groupe PRP. Malgré une mauvaise connaissance du terrain, les phases arrivent à affaiblir l'armée de résistance. Et depuis lors, ne se sentant plus en sécurité au maquis, Laurent Désiré Kabila va décider de sortir de son autarcie. Il va prendre des contacts avec l'extérieur, avec d'autres groupes lumumbistes, Gizenga, François Lumumba, le FNLC de Nathanaël Mbumba, n'aboutissent pas parce que Laurent Désiré Kabila, s'estimant être le seul à être représenté sur le terrain, veut garder le leadership. Il se lance aussi dans le commerce à Dar es Salaam et à Kampala où un de ses amis Obote vient de renverser Idi Amin Dada. Il va notamment se lancer dans le commerce du diamant, dans la pêche sur le lac Victoria et aussi dans la friperie. Néanmoins, il tient à garder un contrôle de son maquis, même en étant à l'étranger. Sur le terrain, en l'absence du numéro 1, ses lieutenants vont essayer de survivre tant mieux que mal. Cette survie est aussi facilitée par le laxisme du côté des forces armées zaïroises. Il va ainsi s'installer une sorte de politique de bon voisinage entre les rebelles et l'armée régulière. Les rebelles donnent à l'armée régulière les produits de la terre et les minéraux, et l'armée régulière leur vend ou leur donne les armes dont ils ont besoin. C'est alors qu'un événement va le pousser à revenir au maquis. Cet événement, ce n'est pas une attaque armée des forces armées zaïroises, mais plutôt une opération diplomatique et de charme. Son auteur, cet homme, Charles Mwando Simba. Il est nommé gouverneur dans le Kivu et une fois sur place, il va faire un diagnostic des lieux. Il va se rendre compte que la force était inefficace pour en venir à bout, surtout vu le laxisme au niveau des forces armées zaïroises. Il va aussi se rendre compte que la plupart des rebelles qui sont dans les maquis sont fatigués de la vie dans les montagnes. Ils souhaitent revenir à la vie civile dans la ville.
Il va donc lancer une opération diplomatique de charme en recréant la confiance entre les populations hostiles. Il va instaurer une collaboration entre les maquisards et les paysans, ainsi que les chefs coutumiers. Il va sécuriser les maquisards en demandant notamment au maréchal de déclarer une amnistie générale. Mais se doutant des représailles potentielles du maréchal par rapport à ce qui s'était déjà passé avec Pierre Moulélé, il va aussi impliquer les missions diplomatiques internationales et les ambassades, et ainsi éviter à ces maquisards une mort déjà programmée. Son action va très vite porter des fruits. Plusieurs maquis sont démontés en quelques mois. Laurent Désiré va alors décider de reprendre les choses en main pour redynamiser son groupe et éviter de perdre son moyen de pression sur Mobutu. Il va lancer 2 attaques en 1984 et 1985 à Moba, dans le Nord Katanga. Mais durant ces 2 attaques, il va subir énormément de pertes, ce qui va presque sonner le glas de son mouvement armé. On n'entendra alors presque plus parler de lui jusqu'en 1996, sauf peut-être lorsque s'ouvre la conférence nationale souveraine, il appelle le président de la conférence pour rejoindre en tant que civil cette conférence avec comme parti politique son parti, le PRP. Malheureusement, il fera face à un refus et on n'entendra plus jamais parler de lui jusqu'en 1996 où il va revenir à la tête d'un 4e mouvement armé, l'AFDL, pour un acte final avec son éternel rival, Joseph Désiré Mobutu. Parfois, la négociation est plus redoutable que la force. La paix plus que la guerre. La justice plus que le châtiment. C'est la grande leçon de la fin du maquis de PRP. Cette stratégie mise en place par Charles Mwandosima devrait être un cas d'école pour la résolution des conflits et à la recherche des solutions pour certains problèmes que nous avons. Parfois, aborder frontalement les problèmes ne fait que les empirer. Il faut faire preuve de tact. Deuxième leçon, c'est se mettre à l'épreuve et savoir s'adapter. Le livre nous explique que, une fois au pouvoir, Laurent Désiré Kabila a essayé de remettre en place des structures d'autosuffisance comme il les avait créées du temps où il n'avait pas de ressources dans le maquis. Mais sans tenir compte de l'échec que c'était déjà, et sans tenir compte que cette fois-ci, les paramètres étaient totalement différents. Cela a eu comme conséquence la décomposition totale de l'État, qui maintenant se résumait à une seule personne. Les structures mises en place comme le CPP ou la Cour d'ordre militaire vont être inefficaces et très vite abandonnées. Nous avons tous des idées sur comment les choses doivent être faites, mais on ne peut juger de leur efficacité qu'au moment où on les aura appliquées. Et lorsqu'elles le sont, nous devons avoir la flexibilité de comprendre les erreurs et de corriger. Une fois corrigées, le resoumettre à l'application. La troisième leçon, c'est prenez-vous en charge. Nous connaissons tous cette phrase sortie par Laurent Désiré Kabila lui-même. Même si en réalité, nous l'avons vu dans l'histoire, lui-même avait pris du galon et évolué qu'avec l'aide de l'extérieur. Cuba, la Chine, la Libye et pour le dernier acte, les États-Unis. Mais cela n'empêche que la recommandation reste valable. Nous devons certes rester ouverts aux autres, mais nous concentrer à développer nos propres capacités. De telle sorte que s'il y a une aide possible, cette aide trouve déjà une organisation interne capable de l'utiliser de manière efficace. Sinon, nous allons décevoir ceux qui veulent nous aider, comme ce fut le cas pour Che Guevara, ou avoir affaire à des partenaires qui veulent nous assujettir en profitant de notre faiblesse, comme ce fut le cas pour la dernière rébellion. J'ai lu ce livre en espérant répondre à la question sur les raisons de son héroïsme, mais j'ai pu trouver des réponses à des questions que moi-même je ne soupçonnais pas. C'est aussi ça la beauté de la lecture. Merci de nous avoir suivis. Nous allons continuer la semaine prochaine à bâtir cet édifice des héros. Nous allons cette fois-ci sortir du cadre congolais pour parler des personnages qui peuvent nous inspirer à travers l'Afrique, mais aussi à travers le monde. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker, de partager ou de commenter. Merci, à la semaine prochaine. Mboko yo Congo,